Ouais, t'as fait ça, et donc parce que quand on aime, il faut partir. Ça, c'est Blaise Cendrars. Elle n'en a jamais rêvé. Et pourtant, elle va le faire. Léa Salamé, la journaliste emblématique au franc-parler redouté, s'apprête à franchir une étape que personne, pas même elle, n'aurait imaginée. Le mariage. Avec Raphaël Glucksmann, intellectuel engagé et figure politique marquante, elle forme un couple à la fois discret et fascinant. Mais derrière les apparences, une histoire inattendue se dessine. Pourquoi ce choix maintenant? Que cache cette décision si longtemps repoussée? Et surtout, que révèle-t-elle de leur relation, de leurs valeurs, de leur combat commun? Dans cette vidéo, on vous emmène au cœur d'une confession rare, intime, presque dérangeante. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur elle. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si, vous aussi, vous aimez découvrir l'envers du décor des personnalités publiques. Ce qui frappe d'abord, c'est ce paradoxe si propre à Léa Salamé. Cette femme qui a toujours fui les conventions s'apprête aujourd'hui à incarner deux des rôles les plus codifiés, qui soient celui de présentatrice du 20h et celui, peut-être prochainement, d'épouse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne s'y engage ni par rêve, ni par fantasme, mais par lucidité. Léa n'a jamais été cette petite fille qui s'imaginait en robe blanche ou qui répétait dans sa chambre « Bonsoir à tous » devant un miroir. Elle avance, simplement, là où la vie l'amène, mais toujours avec une conscience aiguë de ce que cela implique. Ce qui semble la guider, ce n'est pas l'envie de plaire ni de briller, mais une sorte d'honnêteté brutale envers elle-même. Le 20h, ce n'est pas une consécration, c'est un défi. Le mariage, ce n'est pas un conte de fées, c'est un choix réfléchi, presque stratégique, dicté par l'amour, certes, mais aussi par la volonté de bâtir quelque chose de durable pour leur fils Gabriel, ce petit garçon de 8 ans qui les regarde déjà avec des yeux d'homme. Et si l'on gratte un peu la surface, on découvre une Léa à contre-courant de tous les clichés. Elle ne court ni après les paillettes, ni après les titres. Elle observe, analyse, choisit le moment juste. Même l'amour, chez elle, n'a rien de romantisé. Avec Raphaël Glucksmann, ce n'est pas une histoire de coups d'éclat, mais de cohérence, de respect mutuel, de projet commun et d'une complicité forgée dans la durée. C'est ce genre de couple que l'on ne voit pas venir, mais qui traverse les tempêtes sans fracas. Je trouve d'ailleurs touchante cette manière qu'elle a de parler des mariages tardifs, avec une sincérité presque désarmante. Il y a dans ces mots une vérité que beaucoup n'osent pas dire, qu'il est parfois plus beau de se dire oui après avoir traversé la vie, plutôt que de se jeter l'un dans les bras de l'autre à 20 ans. Et Léa a raison. Il y a une profondeur, une joie mature dans ces unions qui n'ont plus rien à prouver, mais tout à protéger. Alors non, ce ne sera pas une cérémonie féerique digne des contes de princesse. Ce sera peut-être plus sobre, plus intime, mais infiniment plus vrai. Et à l'image de ce couple atypique, discret mais engagé, qui avance loin du bruit, mais toujours avec une direction claire. Ce n'est pas un rêve d'enfant. C'est une décision d'adulte. Et dans un monde qui en manque parfois cruellement, cela a, à mes yeux, bien plus de valeur. Il y a des trajectoires qui ne ressemblent à aucune autre. Des parcours tissés de contradictions, de silences choisis, de décisions prises à contre-courant. Celui de Léa Salamé en fait partie. Alors qu'elle s'apprête à s'installer sur le trône du 20h de France 2, une émission qui rythme la vie de millions de foyers français, elle semble plus lucide que jamais. Elle n'y va ni pour plaire, ni pour briller. Elle y va parce que l'époque l'exige, parce que sa voix compte, parce qu'il faut réinventer le lien entre l'information et ceux qui la reçoivent. Parce qu'on ne peut plus se contenter de lire les dépêches, il faut les incarner, les inciser. Mais ce n'est pas seulement une mutation professionnelle qui s'annonce, c'est une mutation intime, profonde. Léa Salamé, la femme libre, indépendante, presque farouchement attachée à son individualité, parle désormais du mariage. Pas avec des étoiles dans les yeux, mais avec une sorte de calme résigné, pas par renoncement, par maturité. Ce n'est pas une passion adolescente qui l'amène à envisager de dire oui à Raphaël Glucksmann. C'est une conscience aiguisée du temps qui passe, du monde qui change,
et peut-être aussi du besoin de consolider ce qu'ils ont construit, pour Gabriel, leur fils, pour eux, pour l'avenir. Ce qui est fascinant chez Léa, c'est qu'elle dit tout sans jamais tout livrer. Elle partage des bribes de vérité, mais laisse toujours planer une part de mystère. Dans l'interview qu'elle a accordée à Paris Match, il y a cette phrase qui claque. « Le mariage ne m'a jamais fait rêver. » Et pourtant, elle ajoute, presque dans le même souffle. Mais comme pour le 20h, il finira par arriver. Comme si ces deux engagements, professionnels et personnels, étaient les deux faces d'une même pièce. Comme si, à 45 ans, elle entrait dans une nouvelle ère de sa vie, non pas en cédant, mais en choisissant différemment. Et ce choix est profondément politique. Car Léa Salamé ne fait jamais rien sans conscience. Être femme, d'origine libanaise, dans un monde médiatique, encore dominé par des réflexes masculins, ce n'est pas anodin. Être mère, amoureuse d'un homme politique, engagé, c'est accepter que l'intime et le public s'entrechoquent. Et aujourd'hui, devenir l'incarnation du 20h, c'est se mettre en première ligne, face au pouvoir, face aux citoyens, face à soi-même. Il faut du courage pour cela. Mais Léa Salamé n'en manque pas. Elle l'a prouvé à de multiples reprises, par son ton direct, par sa capacité à interroger sans agresser, à perturber sans provoquer. On se souvient de ses face-à-face tendus avec des figures politiques de premier plan où elle ne baissait jamais les yeux. Pas par orgueil, mais par exigence journalistique. Ce même regard, elle va maintenant le porter sur le monde, chaque soir, à une heure où tout se cristallise. Et quelque part, cela nous rassure, car on sent en elle une volonté rare, celle de ne jamais trahir ce qu'elle est. Mais revenons à l'autre volet, plus intime, plus inattendu. Son lien avec Raphaël Glucksmann. Voilà un couple qui déjoue toutes les normes. Elle, la journaliste incisive, libre penseuse, lui l'intellectuel engagé, entre Bruxelles et Paris, entre causes humanitaires et enjeux électoraux. Ce qui les unit dépasse le romantisme ordinaire, c'est une complicité intellectuelle, une admiration réciproque, un respect profond. Et pourtant, ils ne s'affichent presque jamais. Pas de photos volées, pas de déclarations enflammées dans la presse. Ils se protègent, ils protègent leur fils. Leur lien est fait de cette discrétion-là, de cette pudeur que beaucoup ont oubliée. Et quand Léa parle de mariage comme d'un acte administratif, on pourrait y voir du cynisme. Mais ce serait une erreur. Ce qu'elle exprime, en réalité, c'est le refus d'un certain folklore. Elle ne rêve pas de traîne blanche ou de lancer de riz. Ce qu'elle souhaite, c'est de la stabilité, une forme de sécurité juridique et affective, une manière d'inscrire leur histoire dans le temps, dans la continuité, non par obligation sociale, mais par engagement personnel. Il faut aussi entendre ce qu'elle dit sur les mariages tardifs. C'est là que son humanité transparaît le plus. Elle évoque cette joie particulière qu'elle ressent en voyant deux personnes se dire oui après 40 ans, parfois même 50. Non pas parce qu'elles n'ont rien connu avant, mais parce qu'elles ont tout traversé et qu'elles choisissent encore. Parce que l'amour, dans sa forme la plus belle, n'est pas celui du commencement, mais celui qui reste, celui qui tient, celui qui résiste. Et Léa Salamé, elle, résiste, à la facilité, aux injonctions, à la mise en scène. Elle avance dans le silence avec l'élégance de ceux qui n'ont rien à prouver. Son oui, quand il viendra, ne sera pas crié sur tous les toits. Il sera chuchoté, peut-être dans une petite mairie, sans caméra, sans faste. Mais il aura le poids des années, le poids du réel, le poids de l'amour vrai. Pendant ce temps, Raphaël Glucksmann, lui, trace sa route. L'Europe, les droits humains, la présidentielle en ligne de mire. Et Léa, en parallèle, devient la voix du journal télévisé le plus regardé du pays. Ils sont tous deux en marche vers des sommets très différents, mais profondément complémentaires. Et cette complémentarité, c'est peut-être ce qui rend leur couple si solide. Chacun dans sa mission, mais jamais loin de l'autre. Deux solitudes puissantes, qui ont choisi de se croiser et de rester ensemble. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est qu'on peut aimer sans bruit, réussir sans arrogance, s'engager sans renier. Léa Salamé, aujourd'hui, incarne une génération de femmes qui refusent moins de choisir entre carrière et amour, entre maternité et ambition, entre liberté et engagement. Elle veut tout, elle assume tout, et elle construit tout, pièce par pièce, sans jamais renoncer à ce qui fait sa singularité.
Il y a dans ce portrait quelque chose de profondément inspirant. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Parce qu'il parle d'une femme qui doute, qui hésite, qui choisit, qui avance. Une femme qui n'idéalise rien, mais qui croit en la force des liens, en la nécessité de la transmission, en la puissance du temps qui fait mûrir les décisions. Alors, dans quelques semaines, quand elle apparaîtra à l'écran à 20h, qu'elle aime, non pas pour faire plaisir à la société, mais pour offrir à leur fils un socle solide. Et pour elle, une vérité assumée. Parce qu'au fond, ce que Léa Salamé nous dit, c'est que les rêves d'enfants ne sont pas les seuls qui méritent d'être vécus. Il y a aussi les rêves qu'on invente adultes, ceux qu'on n'ose pas tout de suite, ceux qui viennent tard, mais qui viennent fort. Et ça, c'est peut-être le plus beau des engagements. À mesure que septembre approchait, la tension devenait presque physique. Pour n'importe qui d'autre, l'idée de présenter le 20h de France 2 aurait pu ressembler à une apothéose, à une récompense ultime. Pour Léa Salamé, c'était tout le contraire, une épreuve. Elle n'en parlait pas beaucoup autour d'elle, mais dans son regard, il y avait cette intensité nouvelle, ce mélange d'excitation pure et d'une forme de peur froide. Pas de la peur de mal faire, non. Mais celle, plus sourde, de se perdre en chemin, de devenir quelque chose qu'elle n'a jamais voulu être. Car au fond, elle le savait. Cette chaise du JT n'est pas seulement un poste, c'est un rôle. Un rôle lourd, contraint, presque théâtral. Elle allait devoir mettre entre parenthèses une part de ce qu'elle est, l'impertinence, le sourire qui fend les certitudes, les questions qui dérangent, pour incarner une figure plus lisse, plus rassembleuse, comme le disent si bien les communiqués de presse. Elle en avait accepté les règles, mais dans son fort intérieur, une question revenait, lancinante. Est-ce que je vais encore me reconnaître ? Le soir, dans leur appartement parisien baigné de livres et de silences partagés, elle tentait de relâcher la pression. Raphaël n'était pas du genre à parler pour combler les vides. C'était d'ailleurs ce qui lui avait plu dès le début. Cette capacité à se taire, sans malaise, à comprendre, sans interroger. Mais ces derniers temps, même lui la regardait autrement. Non pas avec distance, mais avec une sorte d'inquiétude calme, comme s'il pressentait qu'un bouleversement profond était à l'œuvre. Non dans leur couple, mais en elle. « Tu ne dors plus, Léa », lui avait-il dit un soir, alors qu'elle feuilletait nerveusement un vieux numéro de The Economist. Elle avait haussé les épaules, évitant le regard. « C'est juste passager. C'est normal. C'est... » se tournant. Il s'était approché, l'avait enlacée doucement. Mais même dans ses bras, elle ne parvenait pas à poser sa tête, comme si elle était devenue trop lourde, trop pleine. Et il y avait, bien sûr, cette autre échéance, silencieuse mais toujours présente, le mariage. Pas encore fixé, pas encore annoncé, mais évoqué. Et dans l'esprit de Léa, il prenait une place étrange, ni rassurante, ni stressante, plutôt confuse. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce besoin soudain de poser un acte officiel sur une relation qui tenait debout sans papier, sans bague ? Était-ce pour Gabrielle ? Était-ce pour se rassurer elle-même ? Était-ce, au fond, un geste d'amour ou de peur ? Un matin, en se regardant dans le miroir, elle s'est surprise à chuchoter « Et si je n'étais pas faite pour le bonheur calme ?» Cette pensée l'avait figée. Était-ce une fuite qu'elle préparait inconsciemment ? Était-ce sa manière à elle de mettre de la distance, comme une femme qui sent la mer monter et qui commence à ranger les meubles du rez-de-chaussée ? La vérité, c'est qu'elle n'avait jamais cru aux équilibres parfaits, pas plus dans l'amour que dans la carrière. Elle croyait aux tensions, aux paradoxes, aux contradictions fécondes. Avec Raphaël, c'était comme ça depuis le début. Un jour, il militait contre l'inaction européenne sur les Ouïghours. Le lendemain, elle le recadrait en direct, à l'antenne, dans l'émission politique. Ils vivaient entre engagement et distance, entre admiration mutuelle et clashs idéologiques. Et c'était précisément cela, ce désordre maîtrisé, qui les avait soudés. Mais maintenant que l'un allait entrer dans une campagne présidentielle où chaque mot serait disséqué, et que l'autre allait porter la voix du JT à 1 heure de grande écoute, pouvait-il encore se permettre ce flou, cette liberté ? Ou allait-il devoir cadrer, comme disent les conseillers en communication ? Leur soirée s'était faite mais de plus courte. Raphaël partait tôt pour Bruxelles. Elle restait seule avec Gabrielle, qu'elle couchait en silence, parfois avec un nœud dans la gorge. L'enfant sentait que quelque chose changeait. Il ne posait pas de questions,
Mais ses yeux, eux, scrutaient. Un soir d'août, alors que la ville semblait figée dans la chaleur, il s'était retrouvé sur le balcon, verre de vin à la main, regard perdu dans les toits. « Tu crois qu'on va y arriver ?» avait-elle demandé doucement. Il avait mis du temps à répondre. « Oui, mais pas sans dommage. » Cette phrase avait résonné longtemps en elle. Elle n'était pas triste. Elle était vraie. Et c'est ce qu'elle redoutait le plus. Les dommages collatéraux de leur réussite. Ce que l'ambition prend. Ce que le regard du monde fracture. Ce que l'exposition publique abîme, insidieusement. Le 1er septembre arriva. Et Léa entra dans le studio du 20h comme on entre dans une cathédrale. En silence, la gorge nouée, le souffle court, les caméras, les lumières, le compte à rebours, 1 minute, 30 secondes, 15. Elle inspira. Et lorsqu'elle prononça ses premiers mots. Bonsoir à toutes et à tous, quelque chose bascula. Elle n'était plus en doute. Elle était là, complètement, présente. Elle sentait son corps entier aligné avec ses mots. Ce n'était pas un rôle, c'était une place, la sienne. Ce soir-là, Raphaël ne rentra pas. Une réunion à Strasbourg avait débordé. Mais il envoya un message, simple, presque tendre. Tu étais juste et forte. Je t'ai regardé comme un inconnu qui tombe amoureux. Elle sourit. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas une déclaration, c'était une reconnaissance. Mais ce moment de grâce fut court. Dès le lendemain, les critiques arrivèrent. Trop froides, trop sérieuses, trop distantes, trop incisives. Elle lisait tout. Elle encaisse. Puis, elle reprenait le plateau, chaque soir, avec une fermeté nouvelle. Elle n'allait pas plaire à tout le monde. Elle n'était pas là pour ça. Et puis, début octobre, une rumeur. Le mariage serait prévu pour mars. Un journaliste l'avait lâché, comme une petite bombe dans une chronique People. Léa fut furieuse. Pas parce que c'était faux, ce n'était pas encore décidé, mais parce que cela lui échappait. Elle détestait que sa vie devienne un objet. Raphaël, de son côté, évitait le sujet. Il était pris dans les turbulences de la politique, les sondages, les stratégies, les alliances. Il devenait absent. Même présent, il semblait ailleurs. Elle lui en voulait parfois. Puis se disait qu'elle faisait pareil, qu'ils étaient tous deux en train de construire quelque chose de si grand, qu'ils risquaient de perdre le fil de ce qu'ils avaient déjà. Et c'est là qu'elle comprit. Le mariage, ce n'était pas une fin, ce n'était pas un aboutissement. C'était peut-être une tentative de se retrouver au milieu du bruit. Un acte simple pour se dire « nous sommes toujours là, ensemble, malgré tout ». En novembre, lors d'un dîner entre amis, elle le prit à part, dans la cuisine. « Faisons-le, pas pour la presse, pas pour les autres, pour nous, pour Gabriel, avant que tout ça ne nous emporte. » Il la regarda longtemps, puis dit « d'accord, mais à notre manière ». Ils choisirent un lieu discret, en Normandie, une petite mairie, pas de médias, juste les proches, et une promesse, non pas de perfection, mais de vérité. Leur mariage fut célébré par un maire au regard bienveillant, un matin de printemps. Gabriel portait une cravate trop grande, Raphaël, un sourire rare. Léa, elle, portait un tailleur crème, sans dentelle, sans fioriture, et dans sa main, un petit carnet. Elle lut quelques mots qu'elle avait écrits la veille. « Je ne t'épouse pas parce que je t'attends. Je t'épouse parce que je t'ai trouvé. Dans le tumulte, dans le silence, dans l'imperfection. Je t'épouse parce que j'ai appris que le bonheur, ce n'est pas ce qui brille. C'est ce qui reste, quand tout vacille. » Ce jour-là, elle ne fut pas journaliste, ni animatrice, ni visage de la télévision. Elle fut simplement une femme qui avait tout choisi, sans rêver, mais qui, en choisissant, avait tout gagné. Le retour à Paris se fit sous une pluie fine, presque symbolique. Léa regardait le paysage défiler depuis la vitre du train. Raphaël dormait à moitié, son front contre la vitre, Gabriel dessinait des monstres à 3 têtes sur un cahier froissé. Elle pensait à cette journée en Normandie, comme à un refuge, une clairière dans une vie trop souvent prise dans le vent. Mais elle savait, au fond, que la vraie épreuve commencerait maintenant. Les premières semaines furent étrangement douces. Ils avaient repris leur routine, mais avec une tendresse nouvelle, une sorte de légèreté fragile, comme si ce simple « oui » avait dégonflé quelque chose entre eux. Moins de tension, moins de calcul, plus de silence partagé, de regards complices. Et Léa croyait, pour la première fois depuis longtemps, qu'ils avaient franchi un cap.
pas vers une forme de bonheur idéalisé, elle n'y croyait pas, mais vers une vérité à deux. Mais décembre arriva, avec son cortège de tensions. Le gouvernement vacillait. Un remaniement se profilait. Et Raphaël, sans le dire, jouait gros. Chaque soir, les réunions s'allongeaient. Les dîners étaient écourtés. Les yeux de Raphaël se cernaient de fatigue. Son téléphone devenait une extension de son corps. Il ne parlait plus vraiment. Il gérait. Léa, elle, affrontait une autre tempête. Des fuites internes à la chaîne la mettaient en cause dans des choix éditoriaux. Certains la soupçonnaient de favoritisme, d'autres de collusion politique. Elle passa 3 nuits à relire ses propres lancements, à réécouter ses interviews, à chercher la faille, mais il n'y en avait pas. Juste des projections, des suspicions, des peurs mal habillées en arguments. Et puis, un soir de décembre, elle rentra plus tôt. Gabriel dormait. L'appartement baignait dans le silence. Elle trouva Raphaël sur le balcon, un verre à la main. Il fumait, chose qu'il n'avait plus faite depuis la naissance de leur fils. « Tu fumes, maintenant ?» Il tourna la tête un peu surpris, pas coupable, juste las. Juste ce soir, elle le rejoignit, ne dit rien. Il la regarda longuement. « Je vais être nommé ministre. » Il le dit d'un ton neutre, presque factuel, comme s'il annonçait qu'il allait chercher du pain. Elle ne répondit pas. Elle savait que ça viendrait, mais elle n'était pas prête. Pas à ça, pas à tout ce que cela impliquait. « Et nous ?» demanda-t-elle simplement. Il haussa les épaules. « Je ferai attention. » Tu sais que ce n'est pas qu'une question d'attention, c'est tout ce que ça représente. Il la regarda enfin, vraiment, je sais. Ce fut tout, et ce fut trop. Les jours suivants, elle s'éloigna. Pas physiquement, mais intérieurement. Elle se replia sur son métier, sur Gabriel, sur ses lectures. Elle parlait peu. Ria moins. Raphaël s'en rendait compte, mais n'avait plus le temps d'en parler. Et un matin, elle reçut un message d'un ancien collègue. « Prépare-toi, ça sort demain. » Piégé, une photo, volée, d'un déjeuner avec une sénatrice. Rien d'illégal, rien de compromettant. Mais sorti de son contexte, cela suffisait à allumer les rumeurs. Collusion, manipulation, influence. Elle explosa. Pas devant Raphaël, pas à l'antenne, seule, dans sa loge, un cri étouffé, des larmes retenues trop longtemps. Puis elle se redressa, maquilla ses yeux rougis et prit l'antenne comme une combattante. Chaque mot était une lame douce, chaque regard, une revendication de dignité. Ce soir-là, elle s'écrivit une lettre, pas pour publier, pas pour défendre, pour elle, une lettre à sa mère, disparue trop tôt. « Mais maman, tu ne m'as pas vue grandir jusqu'ici, mais je te jure que je fais tout pour rester droite. Même quand on me pousse, même quand je tombe, j'ai peur parfois. De ne plus savoir qui je suis, de ne plus aimer ce que je fais. Je suis fatiguée, maman. De devoir prouver, de devoir expliquer. Mais je continue. Pour Gabriel, pour ne pas devenir amère, pour ne pas céder. J'aimerais que tu sois là, juste une main, une voix, une présence. Je t'embrasse. » Elle glissa la lettre dans un tiroir et reprit sa vie. Janvier passa. Raphaël fut effectivement nommé. Et le soir où il rentra avec la nouvelle, elle le félicita, sincèrement. Mais quelque chose, déjà, avait changé. Il était devenu un homme public dans une autre dimension, accompagné, suivi, observé. Il devait faire attention à tout, même à leur façon de se dire bonjour devant l'école, même à ce qu'ils postaient, ou ne postaient pas, sur leur réseau. Et puis un matin de février, Gabriel ne voulut pas aller à l'école. Il pleura, se roula par terre, inconsolable. Léa s'agenouilla, tenta de le calmer, il lui dit « Je veux qu'on soit tous ensemble ». Comme en Normandie. Elle sentit son cœur se fissurer. Le soir même, elle en parla à Raphaël. « On est en train de perdre notre fils. Il sent tout. Il voit tout. » Raphaël l'écouta. Et pour la première fois depuis longtemps, il se taisait vraiment. Il posait son téléphone. Il la regardait. « Je suis en train de nous perdre, moi aussi. » Il s'assit et lui raconta. Les nuits sans sommeil, les doutes, les compromis, les trahisons politiques. Il n'avait plus d'air, plus de recul. Il survivait. Alors elle proposa une chose folle, une parenthèse. 3 semaines, pas plus, en avril, tous les 3, loin, sans téléphone, sans écran, sans obligation. Il hésita, puis accepta. Ils partirent dans les Pyrénées. Une maison en bois, perdue dans les montagnes. Le matin, ils marchaient. L'après-midi, ils jouaient aux cartes, au soleil, Gabriel au milieu d'eux. Le soir, ils cuisinaient,
lisaient à voix haute, regardèrent les étoiles. Et un soir, Léa dit « Tu te souviens, au début, tu m'avais dit que je brillais trop pour toi ?» Il rit. « Et tu m'avais dit que je te faisais peur, parce que tu sentais que j'allais tout bouleverser. » Ils se regardèrent, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus d'ombre entre eux, juste le présent. Quand ils revinrent à Paris, tout était toujours là. Les rumeurs, les responsabilités, les attentes. Mais eux, ils avaient changé. Léa décida de ne plus lire les commentaires, de ne plus répondre aux attaques personnelles. Elle voulait consacrer ses mots à ce qui compte. Informer, éclairer, transmettre, pas se défendre. Raphaël, lui, fit une chose impensable. Il refusa une promotion, préférant garder un poste exigeant, mais moins dévorant. Et un matin de mai, alors qu'ils prenaient un café sur leur balcon, Gabriel jouant avec un avion en papier, Raphaël murmura « On devrait écrire ce qu'on a vécu, pas pour les autres, pour nous, pour plus tard, pour lui. » Léa hocha la tête, elle sortit un carnet et écrivit la première phrase. « On ne s'est pas trouvé tout de suite, mais on s'est cherché longtemps. » Et c'est peut-être ça, l'amour. Les années passèrent. Gabriel grandit. Il aimait les livres autant que sa mère et posait 1000 questions comme son père. Il avait ce regard curieux sur le monde et cette façon de dire « je t'aime » sans jamais utiliser ces mots, mais en apportant un dessin ou en serrant la main de sa mère dans la rue. Léa, elle, avait quitté le plateau du 20h 2 ans plus tard. Pas dans le fracas, dans la dignité. Elle avait senti qu'il était temps de laisser la lumière à d'autres. Elle s'était lancée dans l'écriture, des chroniques d'abord, puis un livre, pas un roman, pas une confession, une traversée. Sa voix y vibrait sans filtre pour celles qui doutent, pour ceux qui tombent, pour celles et ceux qui restent debout malgré tout. Raphaël, lui, avait trouvé son équilibre. Il ne cherchait plus à conquérir. Il agissait, moins visible, plus ancré. Il passait ses vendredis soirs à cuisiner, en écoutant du jazz. Et parfois, il demandait à Léa de lui lire ses textes à voix haute, pendant qu'il épluchait les carottes. Ils avaient vieilli ensemble sans peur, sans illusion, mais sans regret. Ils s'étaient rechoisis 1000 fois, même quand c'était flou, même quand c'était rude. Et c'est ce qui faisait leur force. Un matin, sur une plage normande, là où tout avait commencé, Léa regarda l'horizon. Gabriel courait dans les vagues. Raphaël prenait des photos en riant. Et elle pensa, ce n'est pas un conte, c'est une vie, notre vie, avec ses angles, ses orages et ses clartés. Rien de parfait, mais tout est vrai, mais tout. Et c'était suffisant, c'était immense. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez les récits de vrai, imparfaits mais profondément humains, restez avec nous. D'autres histoires arrivent, des fragments de vie, des choix, des silences, des battements de cœur. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Chaque mot compte. Chaque histoire laisse une trace. Peut-être la vôtre bientôt. Merci d'avoir lu. À très vite.